Et si l'intelligence artificielle pouvait vous sauver la vie? C'est l'objectif de Glimmer, une entreprise française qui développe des solutions pour améliorer les diagnostics médicaux. Ils aident par exemple les médecins à mieux détecter les cancers, et tout ça grâce à l'IA. L'objectif, réduire les erreurs de diagnostic et accompagner les hôpitaux en sous-effectif. Ça tombe bien, on est avec son patron, Christian Alouche, qui vient nous parler de tout ça, et surtout qui vient nous faire une impressionnante démonstration en direct. Bon alors Glimmer d'abord, c'est une entreprise qu'on a créée en décembre 2017. Mais c'est au moment où le deep learning commence à fonctionner sur les images. La percée du deep learning sur les images, c'est 2013-2014. Pour Madame Tout-le-Monde, c'est des réseaux de neurones profonds. Donc en fait, c'est du... Yes. C'est dur à décrire. Ah non, c'est très difficile. Non, mais tu sais, c'est des algorithmes. Notre métier. C'est des algorithmes donc, qui prennent des décisions et qui ont la capacité d'être auto-apprenants. C'est-à-dire, au lieu de leur dire... Alors, tu sais, je parle d'une fracture parce que c'est le premier use case en radiologie qu'on a traité. Par exemple, il y aurait deux manières de faire face à une fracture. Soit tu codes toutes les règles. Alors, une fracture, c'est quand tu as un os qui est comme ça et puis qu'il y a une espèce de ligne noire qui va passer. Alors, parfois, elle est toute droite, parfois, elle est sphéroïde, parfois, elle est transverse. Tu peux te perdre à essayer d'enfermer la réalité dans des règles. Ça s'appelle des heuristiques c'est le monde d'avant en fait, c'est un monde beaucoup plus physique. Le deep learning, c'était une révolution parce que ça s'inspirait de la manière dont le cerveau fonctionne, c'est-à-dire que c'est des algorithmes qui sont au début complètement vierges du sujet et à qui tu vas plutôt les construire pour qu'ils apprennent eux-mêmes les propres règles, donc ils se créent leurs propres règles pour reconnaître ce qu'est une fracture. Ou un chat, ou un chien, ou n'importe quoi. Et donc, par contre, il faut beaucoup de data. Il faut leur montrer beaucoup de fractures. C'est là où on n'y est pas encore. Sur l'intelligence humaine, même un médecin première année, tu lui montres une fracture, a priori, il est capable d'en reconnaître une deuxième si elle est à peu près évidente. Donc, on a dû, quand on s'est lancé, on s'est dit, tiens, le deep learning pour le traitement d'images, c'est exactement ça, ça commence à fonctionner, en tout cas pour reconnaître des chats, des chiens, des objets naturels dans des images naturelles. Computer vision sur Tesla, enfin sur les voitures autonomes, on se dit, tiens, il y a un truc à faire. Et dans le médical, il y avait un vrai problème de marché parce qu'il y a une hausse du nombre d'examens d'imagerie qui est constante depuis toujours en fait. L'imagerie médicale, c'est victime de son succès, c'est un maillon qui est indispensable dans le parcours de santé des patients. Et donc on a tendance à faire beaucoup d'examens d'imagerie. Je dis le système de santé. Et les radiologues, eux, c'est un nombre qui reste flat. Donc tu as un écart croissant entre le besoin en imagerie et la capacité des radiologues pour interpréter toutes ces images. Et ça donne lieu à des burn-out, c'est réel, 47% des radiologues américains ont déjà été en burn-out. Sondage Medscape. 1 sur 2 quasiment. Ouais, bah oui. 1 sur 2, ouais. Tu parles à un radiologue américain, tu peux lui demander ça va? Et il dira non. Un radiologue aujourd'hui, c'est à peu près, ça dépend des centres, mais ça va être entre 80 et 150 patients jour. C'est un enchaînement hyper structuré et hyper productiviste. Et ils n'ont pas attendu l'IA avant de se productiviser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les révolutions technologiques, on les a d'abord vues en radiologie avec des groupes de financiers. C'est pas un gros mot, c'est important parfois qu'il y ait des groupes de private equity qui viennent pour que tu aies des plateaux techniques qui se structurent pour absorber ce flux. L'artisanat en radiologie, c'est pas possible. Sauf si tu es Paris 16e et que tu peux te permettre de facturer une radio 300 €. Mais si tu veux faire du secteur 1 pour servir le monsieur tout le monde ou madame tout le monde, on parlait d'elle, tu dois t'outiller pour être productif. Et l'IA, c'était la dernière évolution de ça. On s'est dit, tiens, voilà, on a un écart entre le besoin en imagerie et la capacité des radiologues de vraiment interpréter les examens, mais surtout, il y a des erreurs médicales qui sont plutôt fréquentes en réalité, des erreurs de diagnostic. Parce que quand tu fais tes radiologues et que tu regardes à peu près 50 000 images médicales par jour, un scanner, c'est 1000 images. Donc dans une image peut se déceler une lésion, tu la vois pas. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine et malheureusement, quand tu vas vite, elle est très humaine. Donc on s'est dit, allez, tiens, on y va. On va construire des systèmes d'IA qui sont capables, qui sont des filets de sécurité, qui vont aider les radiologues à aller plus vite, parce qu'il y a besoin d'aller plus vite, et faire moins d'erreurs. C'est la promesse qu'on a délivrée avec nos premiers produits qui étaient pour la radio standard. Alors, c'est le truc dans les films, c'est le cliché que tu prends, tu mets la lumière. Ça va beaucoup plus loin, l'image médicale. T'as le scanner, l'IRM, la mammographie, etc. Ça, j'en parlerai après. Parce qu'au début, on était concentré sur la radio et on était concentré sur les fractures, enfin sur la traumatologie. Okay. On sort le produit et c'est un carton. Quand tu sors le produit, c'est quoi? C'est une application pour les gens ou c'est pour les radiologues? C'est pour les radiologues, ouais. C'est pour les radiologues. Pardon, ouais, c'est pour les radiologues. Donc on le déploie dans les hôpitaux, dans les centres d'imagerie privée. Un radiologue, il fait clic droit sur ton logiciel, entrer la radio et ça part dans ton SaaS. Non, il fait même pas clic droit parce qu'il a pas le temps. Incroyable. Donc en fait, c'est plutôt, il ouvre son examen et il y a déjà les résultats de l'IA. C'est traité en asynchrone. C'est ça que j'avais besoin de savoir. Oh, wow. et du coup, ce que tu m'avais dit à Grenoble, c'est que tu réduisais les erreurs d'à peu près 30%. Ouais, tout à fait. Et que tu avais un gain de temps équivalent de 30%. Exactement.
Est-ce que tu peux me détailler ça? Comment tu mesures? Ouais, bien sûr. Quoi, c'est des études cliniques qu'on a fait. On a à date 80 études cliniques en tout. Tu dois montrer des preuves pour avoir ton marquage CE, ton marquage FDA. Parce que ce qu'on fait, C'est vraiment de la recherche, quoi. Au début, c'est de la recherche, puis après, c'est un vrai produit. Et ce produit, t'as pas le droit de le mettre dans les mains des médecins sans avoir un marquage CE. Déjà, ou c'est une FDA. démarche de recherche, c'est plutôt ça. C'est une démarche de recherche, c'est Scientifique, exactement. Et aujourd'hui, on est dans 2500 hôpitaux, centres d'imagerie. Pourquoi on a besoin de Glimmer alors que ChatGPT peut interpréter une radio? Ouais, c'est une très bonne question. Attends. Tu mets une radio dans ChatGPT, Là, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, Ah bon? il va te faire une réponse. C'est ouf. Bah alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, j'aime beaucoup ChatGPT, mais malheureusement, cette réponse a de grandes chances d'être fausse. Ouais, Est-ce qu'on C'est un peu a... le problème. Ça a d'ailleurs été testé dans des études indépendantes. Mais nous, on adorerait, parce que tu sais, nous, on repose sur des modèles foundation. Donc, dès qu'il y a des percées en IA, on les utilise. ChatGPT marche pas assez bien, malheureusement. Mais les foundation models qui sont derrière les LLM. Donc en gros, les modèles d'IA qui soutiennent en fait, ce que vous utilisez, vous en utilisez des... On a créé les nôtres, ouais. Enfin, on est parti de modèles qu'on appelle open source, qui sont faits, là en l'occurrence, nous par Meta. On a un partenariat avec Jean Zay, qui est le cluster de GPU de l'État français. Et on a créé, on a à date 3 foundation models pour des use cases différents, genre la radiographie thoracique, la radiographie osseuse, la mammographie. Et ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que tu gagnes en performance. Et est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche? Ouais, j'ai mon ordi. Donc là, tu vas nous faire une démo, tu vas mettre une radio et ça va nous montrer comment ça marche. En gros, tu vas faire la démo du radiologue, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Tu vois, alors là, par exemple, typiquement, ça c'est une mammographie. Donc la mammographie, qu'est-ce que c'est? C'est une imagerie du sein qui est faite assez régulièrement parce qu'il y a un dépistage organisé du cancer du sein qui est malheureusement le premier cancer mortel chez la femme, qui est un cancer très fréquent, trop fréquent. Donc par exemple en France, t'as ce système qui s'appelle le dépistage organisé où chaque femme de plus d'un certain âge passe une mammographie tous les 2 ans. C'est hyper dur de lire une... Tu vois quelque chose ou pas toi? Là, non. oh, il y a une petite masse blanche au Allez, milieu. je t'en donne une autre. Je vois la Ah forme oui, d'un ok. sein, mais Voilà. C'est vrai. Bah là, il y a des taches blanches. mais- Ouais. Ça s'appelle En fait, je saurais même pas dire si c'est bien Ça ou pas d'avoir des taches blanches. Ça se C'est trouve, des c'est totalement normal. microcalcifications. Eh ben ça dépend. Parfois c'est pas un problème et parfois c'est un problème. Ah, c'est des ok. microcalcifications, Ça, donc c'est du calcium. La complexité, c'est de bien identifier, du coup. Eh ben en mammographie c'est vraiment dur parce que c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Ouais. D'abord c'est rare. C'est la prévalence c'est 5 ou 6 pour 1000. Donc les radiologues ont l'habitude de voir des mammographies normales, heureusement d'ailleurs. Et parfois paf se cache un cancer. Et donc l'IA typiquement, et donc le radiologue, il va avoir en plus un compte rendu fait par l'IA qui va dire high suspicion ici malheureusement. Donc des lésions cancéreuses qui ont l'air d'être effectivement un cancer. T'as ici une masse, ici une autre masse spiculée. c'est pas du tout ce que j'aurais regardé. Ah, C'est marrant parce que moi je m'attardais Ouais, sur le truc les... au milieu. C'est intéressant que tu fasses la démo parce que je me rends compte qu'en fait l'IA ne remplace pas le travail du radiologue. Comme si c'était un assistant qui viendrait lui dire tu penses pas qu'ici il y aurait peut-être un truc? C'est un outil. Exactement, Et c'est un outil, filet de en fait. sécurité quoi. Nos fameux points blancs ici, ces microcalcifications, et bah tu vois, finalement c'est rien. En revanche, Ouais. le problème était là. Là, t'as une grosse masse avec une forte probabilité. Donc là, typiquement, la patiente, après, elle va être biopsiée, c'est-à-dire que le radiologue, on va biopsier ici et là. Ça permet de générer un compte rendu automatique et donc le radiologue gagne du temps et sécurisé dans son diagnostic. Et pour la patiente, c'est vraiment un gain parce que les études qu'on a jusqu'ici, elles te montrent sur, par exemple, BreastView, qui est le nom de cet applicatif sur le cancer du sein. Qu'on voit, c'est que l'IA détecte à peu près 80% de cancers quand les radiologues qui ont participé à l'étude en détectent 60%. Ah oui, À peu grosse près. différence. En gros, humain tout seul, 60. IA toute seule, 80. Et les deux à la fois. Alors on l'a pas encore mesuré ça. Donc, C'est pour bientôt. Il y a quand même des faux positifs. L'IA se trompe. L'IA est quand pas à même. 100%. Voilà. Des faux négatifs là en l'occurrence, ouais. Et du faux négatif. Ah ouais, et bon, on va pousser les performances. Le 100%, ça n'existe pas parce que même à un moment, tu te poses la question de est-ce que ça vraiment, tu vois, 2 experts pourraient être en désaccord en disant non, ça c'est pas un cancer. Si c'est un cancer, c'est un continuum, donc c'est un début de cellule tumorale. Et j'ai toujours le même risque que l'intelligence artificielle au sens global, c'est que finalement les gens perdent cette faculté, cette connaissance, et que les médecins, pendant leurs études et leur formation à l'hôpital, ils sachent pas le faire parce qu'ils se sont trop appuyés sur ce type d'outils. Ouais. Ça a été mis sur X, sur un thread d'un radiologue, et il pointait le risque d'une perte de maîtrise de la profession, qui serait surentraîné avec ces outils, et il se posait les questions en se disant bah moi j'ai eu de la chance, j'ai été entraîné à la radiologie de manière intensive quand j'étais dans mes études, et du coup j'ai cette capacité de savoir travailler avec des IA. Il le fait. Hein. Mais on se C'est pose pas la un question dans anti-IA. tous les métiers, en vrai, en tant que journaliste aussi, faire la synthèse d'un texte, etc. Si aujourd'hui l'IA le fait mieux que nous, bah, demain les jeunes n'auront pas à apprendre à faire une synthèse. Alors le métier va changer, c'est sûr. Après, regarde, là je te donne un deuxième exemple qui est très intéressant, c'est un scanner.
scanner. Un radiologue aujourd'hui, dans un scanner, il se balade comme ça, voilà, dans une coupe. Alors Ça, là, c'est un corps, ça. c'est Il y un a corps. plein d'images, quoi. Ouais, moi, je C'est un corps découvre. humain. C'est un corps humain. Oh là là. C'est un scanner, tu vois, par exemple, ici, tu as la colonne C'est vertébrale. l'intestin, là, qu'on voit, c'est l'estomac. Ah oui, là, c'est les tissus mous, effectivement. Ouais. Ah Tu vois, là il là, se balade. je le connais un peu. Et il doit, il a 5 minutes. faux. Donc, il doit passer à travers un volume 3D et se dire, tiens, là, il y a une anomalie. Est-ce que vous voyez des trucs bizarres? J'ai vu un petit trait à un moment, là. Incapable de voir des trucs bizarres. Bon, alors, les on va points regarder noirs. ce que Là, nous c'est dit. des d'abord qu'on centaines est d'images, capable. ça, en plus. On va Évidemment qu'on est regarder ce que capable. nous dit l'IA. Ah ouais. Tu vois, l'IA, hop, elle te fait d'abord un mapping. Elle te dit, ici, il y a une lésion osseuse. Ici, il y a une lésion osseuse. Donc, c'est des métastases. Là, c'est assez... Wow. C'est assez embêtant, mais donc. Ouais, et alors, beaucoup. pourquoi c'est très important de ne pas louper une métastase, même chez un patient dont tu sais qu'il a le cancer? Parce que ça change le traitement. Ah bah oui, bien sûr. Eh oui. Là, il y a une méta-osseuse qui est ici, sur une côte. Vous voyez un peu, ici, tu Ouais, la vois un peu bien mieux. sûr, un Ici, peu. elle est un peu bouffée, la côte. Désolé, je parle. Ouais. Mais bon, comme ça, tout le monde comprend. La personne est anonymisée. C'est-à-dire, ici, c'est une côte bien pleine, et ici, tu as une côte avec une lésion lithique, c'est-à-dire un trou dans l'os. C'est une Ouais. métastase. Ça, c'est typiquement le chose, tu peux le passer à côté, quoi. Donc, en fait, en imagerie médicale, c'est absolument indispensable d'avoir ces genres de filets de sécurité. Maintenant, la question que ça pose sur le deskilling, comme tu dis, et c'est une vraie question. Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu moins performant depuis que vous utilisez ChatGPT? Moi, j'ai Ouais, l'impression mais que ça nous, on a m'élève. appris à être des journalistes On avant était- d'utiliser ouais. ChatGPT. C'est vrai. Mais après, les radiologues de demain, ils vont apprendre d'emblée, en fait, à challenger la machine. Parce que la machine qui te dit, là, c'est une méta-osseuse. Le radiologue, en plus, il se met dans une position de chef d'orchestre en disant, bah, non, là, t'as fait une info positive, c'est une connerie, c'est pas une lésion osseuse. Ah, là, bien joué, tu m'as rattrapé le coup. Et ça permet, en plus, aux radiologues de s'élever vers un peu plus de clinique. Ouais. Comment vous gérez de votre côté la question de la responsabilité? J'ai beaucoup d'amis qui sont dans les hôpitaux et qui sont médecins, et c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais les hôpitaux se font très régulièrement attaquer en justice, que ce soit pour des erreurs avérées ou pour des gens qui sont juste pas contents du traitement qu'ils ont eu ou quoi que ce soit. Si un jour, et peut-être tu en as déjà rencontré, l'erreur elle est faite par la machine et qu'un patient se dit bah en fait on m'a mal diagnostiqué à cause de ça. C'est quoi le discours derrière du coup? On ne prend pas la responsabilité médico-légale parce qu'on est un dispositif d'aide au diagnostic qui a une classe particulière, c'est classe 2A selon le marquage CE, et on n'est pas un dispositif autonome. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, on est un copilote du radiologue. Donc, à la fin, la responsabilité, elle est pour le radiologue. Il faut revenir un peu à la réalité. Il y a des déserts médicaux partout et c'est difficile. Bien C'est à sûr. peu près Totalement. entre 30 et 40 jours de temps d'attente pour avoir une IRM dans un désert médical en France. Et, C'est un pays bien et doté. des endroits bien plus. Hein. Moi, je viens de la campagne profonde. Chez moi, il faut attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous quelque part. Hein. Donc, c'est vraiment dramatique à certains endroits. Et je pense que ta solution, elle est miraculeuse pour ces lieux où trouver un médecin, rien qu'un médecin traitant, c'est difficile, quoi. Vous avez fait une expérimentation en Norvège où pour le coup vous avez mis votre produit aux urgences. Et objectif du coup désengorger. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote et cette expérience, parce que je trouve qu'elle est parlante. Elle va un peu plus loin dans le... Et tu sais d'ailleurs que nous, on l'a pas mis aux urgences. C'est ça qui est super. C'est eux qui l'ont fait. Ah oui, c'est eux, Enfin, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont testé le logiciel, ils étaient effectivement en accord avec les performances qu'on leur avait vendues, entre guillemets. C'est-à-dire, on l'a dit, et donc au bout de quelques temps d'expérimentation, j'ai dit que ça marche très très bien, on va totalement se réorganiser. Donc c'est un hôpital qui s'appelle Vestreviken, en fait c'est un réseau d'hôpital sur toute une région en Norvège, et ils avaient un énorme problème de staff, un énorme problème comme tous les hôpitaux. Hein, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, un patient arrivait pour une suspicion de fracture aux urgences, il était reçu par un médecin urgentiste qui lui faisait une radio, et si la radio est positive, bah, il restait pour une consultation avec un chirurgien ortho cette fois-ci, à voir si on opère ou pas. Et si la radio était négative, bah, l'urgentiste disait au patient, c'est bon monsieur ou madame, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien. Là ils ont changé le système, et donc le système, le patient arrive, il est reçu à l'accueil, et il passe tout de suite une radio, sans qu'il y ait aucun urgentiste, médecin urgentiste qui le voit. Si la radio dit il n'y a rien, le patient est renvoyé chez lui, et si la radio dit il y a quelque chose, là il voit un urgentiste. Par contre, les radiologues, à 2 ou 3 jours, reprennent tous les rapports de l'IA qui sont négatifs, hein. Donc reprennent tous les dossiers patients pour lesquels l'IA a dit qu'il n'y avait rien, donc le patient a été renvoyé chez lui, et s'assure que c'est bien le cas, quoi. Et si jamais il y a eu ce qu'on appelle un faux négatif, le radiologue rappelle le patient a posteriori. Et ben, résultat des comptes, ça a permis d'économiser 365 jours de temps d'attente aux urgences en tout. C'est énorme. Et surtout, c'était 16 consultations de médecins en moins par jour. Et ça, c'est précieux, quoi. Le CHU de Rennes a mis en place une expérimentation un peu similaire
et il gagne plusieurs heures par jour de temps d'attente. On commence à voir ce truc venir. Ça avance. Vous avez d'autres clients qui ont utilisé vos solutions donc de Glimmer dans des cas que vous n'aviez pas prévus et qui ont tout à fait. Pendant un moment, on a été appelé et vraiment sollicité par des médecins urgentistes qui montaient des centres de santé. Alors ça, je pense que ça va être le renouveau du paysage de santé en France. C'est des médecins urgentistes, des toutes petites équipes qui montent des centres de santé dans justement des déserts médicaux. Normalement, c'est des radiologues qui regardent des imageries médicales, mais de temps en temps, ça peut être des cliniciens, donc des urgentistes, qui s'achètent donc des tables de radio et qui nous disent, bah là, moi j'ai vraiment besoin de l'IA. Et là, on s'est dit, tiens, c'est un workflow intéressant parce que là, justement, ça peut permettre de désengorger les urgences des grands hôpitaux parce que tu as de l'imagerie médicale accessible dans des maisons de santé, des centres de soins qui commencent à pousser comme des champignons dans les petits villages. Il y en avait moins de 200 quand on a commencé Glimmer. Aujourd'hui, je pense qu'on est déjà à 500, 600. Comme ça. Ça pousse vachement et c'est une vraie réponse aux déserts médicaux, à l'engorgement des urgences, de délayer comme ça un certain nombre de soins directement sur place, quoi. Ok. Et pour toi, Glimmer, ces 3 prochaines années, c'est quoi vos focus ? C'est couvrir l'intégralité des use cases. Parce que là, on a vu mammographie, on a vu fracture, on a vu scanner. Ouais, t'as vu scanner, là t'as vu la lésion osseuse en scanner, donc c'est les métastases. On a le nodule pulmonaire en scanner, on a les fractures en radio, on a la radio thoracique, on a plein de choses. Mais je dirais qu'il nous manque encore 3 ans pour couvrir tous les use cases et c'est pour ça qu'on a fait 2 acquisitions récemement. On a racheté 2 boîtes en IRM parce que l'IRM on n'y était pas du tout et on a acheté 2 boîtes qui ont fait des trucs super. Et ça fait, je pose une question. Vas-y. Ça fait à peu près depuis combien de temps que vous avez la confiance des radiologues ? Parce que tu vois, je me dis, tu lances ton truc, tu vas toquer aux portes des radiologues, je suppose, pour leur proposer ta solution. Est-ce qu'ils étaient sceptiques ? Et depuis combien de temps ils se sont dit, bah ok, ça marche, c'est bon, on y va, quoi. Écoute, on a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on a... Non, tu sais pourquoi on a eu de la chance ? C'est qu'on a commencé par la fracture en radio. C'est un énorme volume, c'est pas très rigolo pour un radiologue de regarder ça. Ouais, c'est le truc. Et donc en fait, ils se sont dit, tiens, s'il y a bien un truc que je veux bien automatiser, c'est ça. Donc on n'a pas eu trop de mal à les convaincre d'essayer. Et ensuite, par contre, c'est des médecins, ils sont exigeants et pragmatiques. Donc tu leur vends des chiffres dans des études cliniques. Ils ont besoin d'essayer. Ouais. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était solide et sérieux, l'adoption allait. On a eu 2 ou 3 clients qui ont abandonné depuis 5 ans de commercialisation. Est-ce que tu as des médecins qui étaient mécontents ? Et forcément, il y en a, mais... C'est quoi la raison du mécontentement ? Ça va être l'efficacité logicielle, par exemple, je sais pas, ils galèrent à utiliser le truc ? Ou ça va être les résultats. Ça peut être la concurrence, ça peut être on n'a pas le budget pour l'instant. C'est assez faible, on a 99% de rétention. Ouais, donc en France, c'est 2500. 2500, c'est dans le monde, dans 45 pays. Et en France, on a 40% du marché à peu près. Vous avez un site où vous listez un peu les hôpitaux qui utilisent... On le fait pas, mais c'est une bonne idée, tu vois. Tu vois. Très bien, on invente sur Unlock des prospectives mais marketing. on couvre 40% du marché, on est dans 65% des CHU en France. La radiologie, il faut pas oublier, c'est une discipline qui est née de la technologie. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle. C'est l'invention du rayon X, c'est la démocratisation pendant la Première Guerre mondiale, c'est Marie Curie qui fait exploser le secteur, et c'est une discipline qui a été technophile et ouverte à la technologie depuis le début. Elle n'existerait pas sans elle, en fait. Et je pense que, je sais pas si tu l'as ressorti comme ça, mais vous êtes intégré finalement dans une évolution naturelle d'un métier. Oui, mais je pourrais pas mieux le dire. C'est une spécialité médicale qui est extrêmement technophile, qui s'est construit là-dessus en fait et sur des évolutions permanentes, puisque entre l'invention de la radio et récemment l'invention de l'IRM et l'évolution de ces machines, ça bouge tout le temps en fait. C'est un mouvement constant. Comment vous gagnez votre argent ? Enfin, c'est un achat, ils achètent une fois. Ils achètent une fois l'IA et une fois le service et c'est bon, c'est un abonnement. C'est du SaaS, donc c'est une licence. Ça va dépendre du type d'examen. Est-ce que c'est de la radio ? Est-ce que c'est de l'IRM, du scanner ? Ça va dépendre de la volumétrie. Sur de la radio, par exemple, on va être autour de 50 centimes et 1 euro par examen. D'accord. Okay. En fait, vous êtes un peu comme un OpenAI qui va faire payer les jetons, c'est ça ? Ouais, c'est du token en gros. Alors, on rentre pas dans des trucs aussi compliqués parce qu'après, tu as une facturation qui est complexe. Et là, tu as un fournisseur
produire d'électricité. Mais ça pourrait presque être converti. Ça pourrait être du pay-per-use en fait, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est plutôt, on se met d'accord sur une volumétrie avec notre client. D'accord, ça fonctionne comme ça. On se dit que la volumétrie, elle va être à peu près équivalente, rester la même dans les 2-3 prochaines années, et on fait des contrats avec une licence fixe annuelle. Même nous, ça nous permet d'y voir plus clair d'un point de vue financier. Mais notre but, c'est de démocratiser l'accès à ces technologies-là. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a pris un chemin très boîte tech, c'est-à-dire qu'on a levé quand même 36 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de non dilutifs. On est une centaine. Notre but, c'est de construire une plateforme complète qu'on arrive à, on appelle ça bundleiser, c'est-à-dire, tu vois, qu'on arrive à encapsuler dans un prix qui est un peu un non-sujet pour un hôpital, mais par contre, du coup, le mettre partout, quoi. Et c'est pour ça qu'on est dans 45 pays. On fait plus que... La France, ça représente que 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Les US, c'est 20%. On cherche à avoir un impact global avec un prix par unité, par copilot, qui est un peu un non-sujet pour un hôpital. Faut pas que ça soit compliqué. J'allais te demander, il y a beaucoup de concurrence ou pas sur ce marché? Il y a beaucoup de concurrence. Enfin, il y avait beaucoup de concurrence. Il y a quand même un... C'est crème. Ça se détache, quoi. Ouais, t'as quelques gros champions qui commencent à d'ailleurs consolider. Nous, on a fait 2 acquisitions récemment, et puis t'en as d'autres qui vont acheter d'autres boîtes. Il y avait une centaine de startups quand on s'est lancé, 150 startups. C'est la course. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 5 grosses, et puis une longue traîne de plus petites, entre moyennes et toutes petites. Alors, il y a des questions. Celle-ci, c'est depuis quelques temps, les scanners IRM sont déjà analysés en temps réel par des IA, rien que pour reconnaître les parties du corps et les colorer et mieux les distinguer. Ça fonctionne pareil ou c'est différent? C'est vrai? C'est faux? Alors ouais, c'est les constructeurs des machines type General Electric, Siemens, Philips qui vendent des machines avec de l'IA intégrée dedans, plutôt pour ce qu'on appelle du post-traitement. Donc ça va être de l'analyse d'image, mais il ne touche pas au diagnostic. Tout ce qui concerne le diagnostic, qui va être d'aller détecter en tout cas pour l'instant, ils y vont pas. En rouge ou en jaune tout seul, mais en disant voilà, il est là. Exactement. Mais ils font pas de diagnostic derrière. Mais du coup, est-ce que tu as des liens avec ces constructeurs on pourraient travaille vous avec intégrer tous. directement? Alors, si c'est le cas. Ouais. Alors, on travaille avec tous. On travaille avec, d'accord. on travaille avec Siemens, General Electric, Philips, vraiment tous. L'intégration dans la machine, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais dire pourquoi, parce que c'est lourd. Et puis c'est pas la beauté du SaaS et du cloud, c'est que quand tu as une nouvelle mise à jour, tu peux l'updater très rapidement. Et donc tu peux faire des updates tous les mois. Fais pas tourner en local, quoi. C'est embarqué dans une machine, la grosse machine avec son processeur. Faut un accès distant. Enfin, c'est un même peu avec lourd, la dernière quoi. GeForce RTX. Et puis non, mais t'es radiologue, t'as une IRM General Electric, et puis t'as une IRM Philips. Il y en a une qui va avoir un certain type d'IA, l'autre un autre type d'IA, mais toi tu vas recevoir sur ton fameux PAX là, des choses différentes. C'est pas seamless, quoi. C'est pas très. Ça fonctionnerait pas comme ça. Ouais, alors il y a une autre question qui était intéressante. Est-ce que ça génère pas un biais de confirmation pour le radiologue? Non, c'est l'inverse. Et ça paraît très ferme ma réponse, mais justement, je vais vous donner une statistique. Nous, sur notre première étude clinique pour BoneView, c'est notre premier applicatif sur la fracture. Ce qu'on a montré, c'est que on augmentait la sensibilité, c'est-à-dire la capacité de détecter des fractures de 16%, et on réduisait de 30% les erreurs, c'est pas tout à fait pareil. Et on augmentait la sensibilité de 22% dans les cas où il y avait plusieurs fractures. Et donc en fait, justement, l'IA, c'est l'inverse, c'est que ça enlève un biais qui est connu en radiologie, qui s'appelle le biais de satisfaction. C'est-à-dire que c'est bien connu, un radiologue, quand il voit quelque chose, il dit c'est bon. En gros, inconsciemment, il dit c'est bon, le cas est terminé. Eh ben non, il peut y avoir autre chose. Donc c'est typiquement l'IA, faut le voir comme un filet de sécurité qui va tout screener, qui est jamais fatigué, qui va regarder chaque pixel, chaque voxel, avec la même attention, qui soit 2h du matin, 8h du matin, et qui va présenter au radiologue les zones d'intérêt dans lesquelles regarder. Pourrait générer un petit biais de confirmation sur le côté, allez, c'est un filet de sécurité, ça me voit tout, mais ça rattrape tellement de choses finalement que le biais de confirmation, il est plutôt réglé par ça. Vous cherchez le positif net, quoi. Dans les coins. Est-ce que ça enlève des trucs? Est-ce que ça en ajoute? Il y a une autre question, peut-être pas éthique de mettre en concurrence. Alors quand on parlait de mettre en évidence les radiologues qui utilisent l'IA ou non, il disait que c'était peut-être pas éthique de les mettre en concurrence, les radiologues, selon l'adoption de l'IA ou pas. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante éthiquement. Moi je suis un client, je m'en fiche, mais je peux comprendre. Mais c'est vrai que de les opposer sur les outils, c'est un truc qu'on fait pas du tout en fait actuellement. Généralement ils sont plutôt... les hôpitaux s'opposent sur le matériel. Ils se classent, il y a des classements des hôpitaux. Il y a des études et tout. Hein. Moi je trouve que c'est allez, je lance un truc, mais je pense qu'à un moment ce sera pas éthique de ne pas utiliser l'IA. Et je pense d'ailleurs qu'à un moment ça sera vu la masse d'études cliniques que nous ou d'autres portons et on montre une réduction des faux négatifs, je pense qu'à un moment ça passera dans la loi. Puis j'imagine qu'on mesure le
taux des chiffres sur la satisfaction, même la réussite d'un hôpital, ça va se voir à un moment. Les hôpitaux qui ont l'IA et ceux qui n'en ont pas. Je pense, ouais. En tout cas, dans un cumul de l'IA, évidemment. de l'IA là, de l'IA en radiologie, en ophtalmo. Oui, bien sûr. Tout comme on a toujours on a cette capacité de se dire demain tu vas dans un hôpital parce qu'il a une IRM, une machine à faire des IRM, ou il en a pas. Tu vois, il y en a un qui a adopté la technologie et l'autre non. Ouais. Donc en fait, à un moment, oui, tu compares déjà. En fait, c'est d'autres outils. Oui. On dit pas IA, c'est nouveau. Je sais pas si c'est de l'éthique en vrai. Mais je pense que c'est d'autres outils qui sont déjà des critères de choix, quoi. J'ai vu une question qui était l'ordre des médecins va pas aimer. C'est possible que l'ordre des médecins n'aimerait pas que ça soit fait de manière entre guillemets un peu sauvage, c'est-à-dire que ça soit le patient / consommateur qui pousse, mais bon, c'est souvent comme ça que ça arrive, et en fait il y a souvent une pression qui derrière fait évoluer les choses, mais moi ça me paraît non éthique de ne pas utiliser des outils. Le vrai problème, c'est plutôt l'utilisation des LLM plutôt classiques dont on a tous accès, qui est un vrai problème pour la médecine, c'est-à-dire que tout le monde peut s'auto-diagnostiquer en uploadant les fichiers qu'on vient d'avoir en sortant de l'hôpital, en disant je vais aller vérifier si mon médecin il a dit quelque chose. Je pense qu'on l'a fait sur des choses des fois. Je pense que tout le monde l'a fait. Et alors ça marchait? J'ai jamais essayé. Ouais, mais ça marche en fait. J'ai fait sur des bilans sanguins. Tu sors d'une prise de sang. Bilan sanguin, souvent ils te mettent un chiffre qui est plus élevé que l'autre, ils vont te changer la couleur. Le temps que des fois que tu es du médecin, moi je copie l'entièreté du bilan sanguin, je le mets dans ChatGPT, je lui dis est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Et puis là il va me dire, mais je dis mais ce chiffre il est plus élevé que l'autre. Il dit non mais ça c'est pas si grave que ça, mais parlez-en à votre médecin quand même. Mais du coup c'est sain, mais ça pourrait être un problème. C'est sain pour quelqu'un qui va quand même voir un spécialiste après. Oui, qui est capable d'avoir. Le problème c'est si derrière tu dis bon je veux pas avoir de spécialiste. Alors là il y a un problème. Mais je pense que les gens qui sont soucieux de leur santé, de leur données de santé, comme toi, qui va sur ChatGPT, qui va commencer à se faire un dossier de second opinion. Généralement, c'est des gens qui ont un peu aussi le recul de se dire bon, ça reste une machine. Même cette machine, elle me dit de consulter un spécialiste. J'ai du mal à. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont hypocondriaques, mais c'est une minorité qui iront peut-être trop loin avec ça. Mais moi, c'est plus effectivement, c'est juste une manière de réfléchir, de recherche, d'analyse, de comparaison. Et ça existait déjà avec Doctissimo. Hein. Tu n'es pas le seul, Ulrich, tu vois, dans le chat, lors du nous dit qu'il a fait analyser son dernier bilan sanguin, pareil, avec GPT, parce qu'il aime bien qu'on lui dise directement les choses. Alors après, je suppose que son médecin va lui donner son bilan à lui. Il va dire la même chose. Ça permettra de comparer. Et pour le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il y avait des différences? Il m'a dit que tout allait bien et que le truc un peu plus élevé, c'est que je mange plus de fromage parce que j'ai un niveau de cholestérol trop bas. Ah, ok. Et c'est le problème des régimes végétariens. Mais du coup, c'est quand même intéressant comme usage, mais avec précaution comme d'hab. Et lui m'a dit, en fait, on s'en fiche d'avoir un cholestérol bas. Et ChatGPT m'avait dit la même chose. Ça va pas être un problème pour votre santé, quoi. Tu disais que tu étais entrepreneur, mais c'est quoi ton attrait au médical de base? Parce que c'est vrai que quand on y pense, le médical, c'est quand même un milieu qui est spécial pour faire de l'entrepreneuriat. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à aller là-dedans? T'as un attrait particulier? Déjà, c'est ça, c'est rigolo d'aller essayer de bouger les lignes dans des industries ou des domaines assez conservateurs. Ouais. C'est l'impact. T'as de l'impact sur la vie des gens. Là, on processe en tout 35 millions de dossiers patients par an. C'est énorme. Donc je pourrais pas de ça te dire le nombre de cancers du sein qu'on rattrape, le nombre de cancers du poumon qu'on rattrape, mais c'est significatif. Puisque si tu pars des études cliniques qu'on a et que tu l'utilises comme un peu un proxy pour deviner ce qu'on arrive à rattraper, c'est important. Et ça, c'est chouette. C'est une belle mission où tous les employés trouvent ça. La santé, c'est un beau domaine dans lequel c'est épanouissant de mettre toute son énergie. Ouais. Et un produit qui sert, quoi. Et tu dis quand un produit qui sert, exactement. Tu innoves et tu as un impact, quoi. Moi, j'ai pas de mot de tête, quoi. J'ai de la chance, quoi. Je peux faire de l'IA, vraiment de la deep IA, mais c'est presque manichéen. C'est qu'il y a pas beaucoup de points négatifs, alors que tu vois, quand tu es dans l'IA, tu peux de temps en temps verser sur des use qui sont questionnables. Nous, on a le luxe, si tu veux, un peu moral, de même pas se poser cette question. C'est vrai que la conduite autonome, c'est tout un autre problème. Un autre sujet, ouais. Alors, il y a une autre question qui est intéressante. En termes de sécurité, est-ce que c'est possible de pirater? Mais alors, comment vous vous occupez de la sécurité de toutes ces données? Tout est possible, hein, mais faut y aller quand même. Nous, on est sur des serveurs HDS, hébergement données de santé. Ouais. On n'envoie évidemment aucune donnée identifiante dans le cloud. C'est-à-dire, une fois que l'examen est envoyé dans le cloud, déidentifié bien sûr, analysé par l'IA, le résultat revient instantanément. Alors, il faudrait aller pirater Google pour aller ça me semble science-fiction. Moi, je pense que si quelqu'un arrive à faire ça, à mon avis, il ferait d'autres choses après. Il irait sûrement se faire un virement de 100 millions d'euros. Sur quoi il vient de tomber, quoi. Ouais. Tu te dis, à la fin, il a des échantillons de radio, so what?
Oui. Enfin, oui, il a oui. même pas les noms associés. Tu vois, il y a un côté. Et on a un certain nombre de normes de sécurité. Il y avait des trucs plus cool à pirater, quoi. Ouais. De toute façon, on a dû passer par la moulinette des DSI des hôpitaux, Ouais. qui est Ils sont sérieux. qui a un standard assez élevé. Donc, il faut des choses vraiment propres. Pourquoi Glimmer, c'est vrai? Ah, c'est parce qu'en anglais, Gleam of Light, c'est un rayon de lumière. Donc, ça fait référence au faisceau. C'est mignon. top.